Bonjour tout le monde. Je vais vous parler de mon PCT. Donc, comme je vous l'avais dit, je fais une vidéo de débrief de mon aventure. Tout d'abord, je m'excuse, et au nom de Lucas aussi, on n'est pas très présent en ce moment, mais là, on a repris le boulot, c'est une catastrophe, quoi. Si vous me voyez sur YouTube, là, sachez que je vais mettre cette vidéo en podcast aussi, sur toutes les plateformes. Et si vous me voyez en podcast, du coup, sachez que cette vidéo est sur YouTube. Il y aura peut-être des petits extraits de ce que j'ai filmé là-bas, bon. Mais ça ne va pas changer grand-chose. Alors, les amis, je reprends depuis le début pour ceux qui n'étaient pas au courant. Hein. Je suis parti fin mai pour tenter le PCT, le Pacific Crest Trail, 4300 km aux États-Unis, de la frontière du Mexique à la frontière du Canada. Donc c'était un truc, comme vous le savez, c'était un truc dont je rêvais depuis quasiment 10 ans, depuis qu'on a la chaîne YouTube. Je suis tombé sur une vidéo de John Morosano au tout début, et j'ai découvert ça, j'en suis tombé amoureux immédiatement, quoi. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai eu l'occasion de pouvoir le tenter cette année, donc 2025, et je l'ai tenté. Pas tout seul, avec Jules, que vous connaissez. Si vous ne le connaissez pas, c'est quelqu'un qui a déjà fait le PCT en 2018, je crois, je confonds toujours. Et on l'a rencontré comme ça, et on avait mis son CDT, qui est une autre grosse rando, on avait mis son CDT sur notre chaîne YouTube. Donc je lui en ai parlé souvent, et il m'a dit, écoute, si tu y vas, j'y retourne. Voilà ce qu'il m'a dit. Donc voilà, bon, je vous passe les détails, hein, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, obtention du visa, préparation du matériel. On quitte la France fin mai, le 17 je crois, ou le 18, et on vole jusqu'à Los Angeles. J'arrive là-bas, je voulais faire demi-tour, revenir en France. Ça, c'était un truc, c'était nul, en fait. Il y avait des millions de voitures, l'autoroute, c'était 2 fois 27 voies. Et puis ils doublent à droite là-bas. Vous le saviez qu'ils doublent à droite, les Américains? Ils doublent à droite, ils doublent à gauche, ils doublent à droite. En fait, si tu roules, heureusement que je ne conduisais pas, si tu roules, il faut que tu regardes de partout comme un fada, tu vois, parce que les voitures, elles passent de tous les côtés, quoi. Bon, on quitte Los Angeles, on atterrit, on prend le train, le ci, le là, un Uber. Et finalement, on arrive à San Diego, à Coronado exactement. C'est une petite île à côté de San Diego. Enfin, c'est pas une île, c'est comme un isthme, quoi. C'est un bout d'île, mais qui est rattaché au continent quand même. Coronado, chez une amie de Jules, qui connaît depuis longtemps et qui nous a logés les 3 premiers jours pour qu'on s'acclimate, qu'on ait le temps de faire nos courses. Donc merci à elle, si jamais elle voit cette vidéo. On a eu un accueil de fou, quoi. C'était vraiment très très cool. Coronado, c'est donc le premier choc pour moi. Coronado, c'est Beverly Hills, en fait. L'herbe, il n'y avait pas un brin d'herbe qui était plus haut ou plus bas que l'autre. Toutes les voitures, elles étaient belles. Tout était beau. Mais en fait, voilà, c'est un endroit, je pense, assez friqué. Et du coup, très entretenu et tout. Donc, voilà, super ville. On arrive, donc on fait nos courses. On se prépare, quoi. Et donc, on part pour Campo. Campo, qui est le départ du PCT. Donc, arrivé à Campo, on arrive dans un... Il y a une espèce de petit campement où vous pouvez passer la nuit. Et je vous le conseille d'ailleurs, hein, comme ça vous pouvez partir frais le lendemain matin. Donc on arrive à Campo, au camp, on devait être une 20aine de personnes. Et on voit là deux Trail Angels, 2 gars qui s'occupent de ce campement, qui ont déjà fait le PCT et qui ont parlé avec nous jusqu'à tard, quoi. Ils nous ont donné des conseils, ils nous ont donné leur avis sur des trucs. On a parlé avec eux, on a signé le mur où il y avait les signatures de tous les marcheurs de 2025. C'était cool, ça mettait la pression, elle montait de fou, quoi. La pression, j'étais fou. J'ai pas dormi de la nuit. On était avec Jules, je crois qu'il a mal dormi aussi. J'ai pas fermé l'œil, forcément, hein. À 5 heures, on s'est réveillés. Les gars sont revenus pour nous faire des pancakes, des petits déjeuners. Alors ça, c'était payant, mais c'était un truc de fou, genre peut-être 10 balles la nuit.
pour manger avec eux le soir, dormir sur place. Il y avait de l'eau, on pouvait charger les téléphones. Et le lendemain, ils nous ont fait le petit déjeuner. Et donc on démarre comme ça le PCT le 20 mai. Donc on pouvait marcher, on avait le permis pour marcher le 20 mai. Alors je ne vais pas vous dire j'oublierai jamais. De tout ce que j'ai vécu là-bas, je ne l'oublierai jamais. Mais en partant de Campo, on a fait peut-être 300 ou 400 mètres pour aller jusqu'au monument de départ. Et là, on y va tranquille le matin. Et arrivé vers le monument, je vois Jules qui s'arrête et qui me laisse y aller seul, quoi. Et putain, j'avais les larmes aux yeux. J'étais vraiment l'émotion, quoi. J'en revenais pas. Je l'ai vu des centaines de fois en vidéo, en photo. Et puis là, j'étais devant le mur, donc qui fait la frontière avec le Mexique. Et voilà, j'étais tellement ailleurs que j'ai même oublié de signer le registre. On a fait des vidéos, des photos avec Jules. On est parti marcher. Il n'y a même pas mon nom sur le registre. Et j'ai oublié de le mettre. Et donc voilà, on part. Alors, je vous en reparlerai un peu plus tard, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que la fenêtre pour faire le PCT, l'obtention des permis, elle se fait de début mars à fin mai. Et ce permis-là, vous l'avez, c'est un tirage au sort, en fait. Et nous, on avait eu le permis pour le 20 mai. On était les derniers. Les derniers, en général, ceux qui choisissent de partir en dernier, c'est ceux qui vont très vite. Ils partent en dernier parce qu'ils ont l'assurance de ne pas avoir de neige dans la Sierra. Et comme ils vont vite, ils s'en foutent un peu qu'il n'y ait plus d'eau. Parce qu'il faut savoir que quand on est parti, fin mai, il n'y avait pas d'eau. Du tout. Et il faisait une chaleur de taré, mais on n'avait pas le choix. C'était soit on partait le 20 mai, soit je tentais ma chance l'année d'après, quoi. Mais vu le bordel que ça a été organisé, je dis non, on y va le 20 mai, tout en sachant du coup que on savait qu'il allait faire chaud, qu'il n'y aurait pas d'eau. On savait aussi que dans la Sierra, il n'y aurait pas de neige, mais ça voulait aussi dire qu'on avait quasiment un mois de moins que tout le monde pour faire le PCT. Et ça, plus tard, je me suis rendu compte que c'était... pour moi, physiquement, c'était une énorme connerie, quoi. Donc voilà, on part le premier jour, je suis éclaté par la chaleur, mais éclaté. Et je me rends compte qu'il y a des buissons, des tout petits buissons, mais il n'y a pas d'arbres. Je crois que j'ai vu 1 ou 2 arbres dans toute la journée. Alors les kilomètres, je ne sais plus, en plus je me trompe, je crois que je me trompe de 8 km. Je continue sur une piste, je ne vois pas un embranchement, et je fais peut-être 4 km en descente. Et à un moment, je regarde la carte, ce que j'aurais dû faire plus tôt, quoi. Et je vois que je me suis trompé. Donc je me suis rajouté 8 km. Donc on finit la première journée, chaud, fatigué évidemment. Mais bon, je savais où j'allais, quoi. Donc ça va, on se couche, c'est cool. Et on attaque comme ça, 2e jour, 3e jour. Donc tout allait bien, mais tous les jours, il a fait extrêmement chaud. Il y avait très très peu d'eau, donc on en apportait tous les jours, on apportait beaucoup d'eau. Et quand on croisait de l'eau, elle était chaude. Mais ça, c'est un truc de taré, je crois que je l'ai jamais vu ça. L'eau qui coulait dans les cours d'eau par terre, elle était chaude. Donc en fait, là, quand l'eau est chaude comme ça, tu peux boire 6 litres si tu veux. C'est comme si tu bois un thé, mais en plein été, tu vois. Je buvais, je n'avais pas l'impression de me désaltérer. Mais bon, tu vois, j'allais pas me plaindre, truc. Je m'en fous. À la limite, je m'en foutais, franchement. Je m'en foutais, on transpirait, on puait, on ne pouvait pas prendre la douche quand on voulait. Je m'en foutais. La chaleur, ok, il fait chaud, mais je m'en foutais aussi. Alors, on commence à rencontrer des gens avec qui on... Forcément, hein, c'est des mecs, des filles qui partagent les mêmes passions que toi là-bas, tu vois. Donc, tu te lis de suite d'amitié, c'est cool. Alors, je crois qu'on m'avait demandé, si vous partez là-bas, est-ce qu'il vaut mieux savoir parler anglais? Ben ouais, je pense que tu peux le faire même en parlant pas un mot d'anglais. Mais si tu parles anglais, tu pourras partager, échanger avec les gens. Je pense que tu passes à côté d'un truc énorme si tu partages pas de l'humain là-bas. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'en retiens de ce que j'ai vécu, quoi. Et du coup, donc les jours s'enchaînent. C'est cool, c'est bien. Je vois les insectes, les animaux. Putain, mais il y en a des centaines. Mais
Incroyable, incroyable. Dès que je m'arrête faire une pause, au bout de 2 minutes, et hop, il y a des écureuils qui sortent de partout, il y a des lapins qui arrivent, les lapins à 2 mètres de toi, tu vois, ils se mettent... On dirait que les types, en fait, ils n'ont jamais vu un être humain. C'est bizarre, les oiseaux, les pivers, d'autres oiseaux, je ne sais même pas ce que c'était, des bleus, des rouges, qui sont à côté de toi, ils ne partent pas, en fait. Les écureuils, ils sont à côté, les lapins, ils sont à côté de toi. Malheureusement, les serpents aussi, ils sont à côté de toi, ils ne partent pas. Le deuxième jour, il était 8 heures du soir, je suis éclaté évidemment, parce qu'il est 8 heures du soir. Je vois une espèce de mygale sur le chemin. En fait, dans mon cerveau, le premier truc qui est sorti, c'est Jules était devant moi. Et je savais qu'il était devant moi. Donc le premier truc que je me suis dit, c'est Jules, il a acheté une fausse araignée et il m'a la posée sur le chemin pour me faire peur. Donc pour moi, on était en Californie du Sud, dans le désert. Il ne peut pas y avoir de mygale, il n'y a pas de mygale. Donc je la pousse un peu avec le bâton. Et en fait, ouais, elle lève les pattes pleines de poils et tout. Le truc, il était gros comme ma main, Et elle s'en va du chemin. Je la regarde partir. Donc après, j'ai demandé, en fait, c'était pas une mygale, c'était une tarentule. Et donc oui, il y a des tarentules là-bas. Bon. Et j'ai vu peut-être 20 espèces de lézards différents toute la journée. Toutes les 10 secondes, il y a un lézard qui vous part dans les pieds. Des petits, des gros, des très très gros. Et ces lézards qui sortent littéralement toutes les 10 secondes, c'est ce qui a fait que le premier serpent que j'ai croisé, je me suis pas rendu compte que c'était un serpent. Et je suis arrivé, donc chaud, fatigué, la tête dans le guidon, la tête dans les chaussures, je marche. Et là, je l'ai vu, il était à 2 mètres de moi en travers du chemin. Quand il a bougé, je croyais que c'était un lézard. Avant de le voir, je croyais que c'était un bout de bois, parce qu'il était beige. Et quand il s'est mis à sonner à 2 mètres de moi, je marchais en avançant comme ça. Quand il a sonné, je crois que j'ai sauté en marche arrière. Je ne sais même pas comment j'ai fait. Je me suis chié dessus. Le bruit, je ne pensais pas que le bruit était aussi fort. Le bruit, c'est comme si on vous jette 100 cigales dans les pieds d'un coup et qu'elles se mettent à péter les plombs. Donc il se met à sonner, je me fige, je ne bouge plus, quoi. Et là, je le vois, il se déplace à 20 cm sur le côté du chemin et il s'enroule sous un rocher à l'ombre. Mais je le voyais, le rocher était toujours sur le chemin. Les chemins là-bas, c'était que des singles, des chemins super fins, quoi. Putain, je me suis chié dessus. Donc je monte sur le côté de la colline pour l'éviter. Je fais un détour énorme, quoi. Et quand je suis à 20-30 mètres de lui, il arrête de sonner. Voilà, première rencontre avec un serpent ça m'a fait très très peur. Mais bon, encore une fois, hein, si les accidents qui arrivent, les morsures de serpents, de ce que j'ai compris, elles arrivent souvent parce qu'on leur marche dessus, parce qu'on est trop fatigué. Et je vous dis franchement, s'il ne sonnait pas, je pense que je lui marchais dessus. On en a rencontré d'autres plus tard, après, qui sonnaient pas. Ils ne sonnent pas tous. Hein. Et pourtant, ils étaient à 20 cm de notre chaussure. Hein. Donc voilà, et c'est très très gros, c'est énorme. Hein. Le truc, c'est pas une couleuvre, hein. C'est vraiment gros, quoi. Donc voilà, donc comment ça se passe ? On rencontre des gens, on se lie un peu d'amitié avec un peu un groupe, on recroise tous les jours les mêmes personnes, ils sont devant, ils sont derrière. Voilà, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on n'a jamais marché à deux. Et pas que Jules et moi, même les autres, j'ai vu personne marcher ensemble. À part peut-être les couples, ou comme quand on est Lucas et moi, soit il m'attend, soit je l'attends, on est toujours à deux, parce qu'on filme, parce qu'on se parle. Là-bas, naturellement, les rythmes de chacun font que ça se détend. Donc peut-être des fois, parfois, c'est juste 100 mètres devant, 100 mètres derrière, 200 mètres devant, mais en tout cas, c'est assez espacé pour que vous soyez seul tout le temps. Donc ça, c'est important de s'en rappeler. Ça veut dire qu'on se levait vers 5h40 à peu près, tous les jours, sans réveil. Ça, Jules me l'avait dit, tu verras là-bas, tu n'auras pas besoin de réveil. Donc effectivement, on se réveillait à 5h40 et on marchait jusqu'à 20h à peu près. On marchait de 6h du matin à 20h. Et on se retrouvait que pour les pauses où on prenait de l'eau, et la pause du repas du midi, et les pauses de l'après-midi, et le repas du soir, et au bivouac. Sinon, la journée, on était seuls. Et du coup, il y a un moment où je commençais un peu à vriller, quoi. Donc j'étais toujours dans l'euphorie et tout, mais
quand je marchais, je commençais à me dire, putain, comme s'il y avait une espèce d'ennui, quoi, tu vois. Alors, je l'ai noté là, au 16e jour, le matin du 16e jour, la journée d'avant, elle avait été chiante. Hein. C'était dur, il a fait humide dans la nuit et tout. Le 16e jour, je pars pas trop en forme, froid et tout, humide. Et là, d'un coup, on arrive en haut d'une colline et je commence à voir des paysages de fou, des beaux arbres. Le paysage, il a changé d'un coup. Je vois de la nature, je vois des arbres, alors je ralentis un peu, je regarde un peu plus, j'apprécie. Et là, je me rends compte que, et je le dis à Jules dès que je le rattrape, je lui dis, on est au 16e jour, et c'est le premier jour où je suis émerveillé en mode, je suis en rando et je suis émerveillé, je regarde autour de moi, tout est beau. C'était le premier jour où ça me faisait ça. Parce que les autres jours, en fait, c'était, et on ne va pas se le cacher, c'était un peu tous les jours pareil, en fait. Les paysages, je parlais, ça monte, c'est vallonné, mais c'est par rapport au nombre de kilomètres qu'on avait fait, je me disais, merde, quand même, on a beaucoup, beaucoup marché, et les paysages, ils ne changent pas. Le buisson, c'est toujours le même. Les lézards, j'en ai vu 20 différents, ok, mais c'est toujours les mêmes. Les lapins, les écureuils. Et ce jour-là, c'était juste avant d'arriver à Big Bear City. Cette journée-là, je me suis dit, merde, mais en fait, il y a ça aussi. Il y a que je suis pas ébahi comme ça à regarder le paysage et tout. J'ai tellement la tête dans le guidon que... Et du coup, voilà. Donc, au 16e jour, première alerte, je me dis que je sais pas. Je sais pas trop ce que je me dis, quoi. Mais bon, je me le dis. Donc, on arrive à Big Bear. Je vous passe les détails. Hein, vous les avez vus sur Insta. Mais on a été accueillis plusieurs fois par des hôtes de folie qui ont été... mais vraiment incroyables. À Big Bear, on est arrivé chez Hélène. Et Hélène, elle nous a laissé quasiment la moitié de la maison pour nous. On était 3 à cette époque-là. Il y avait Élie, Jules et moi. Élie, c'est quelqu'un qu'on a rencontré dans les premiers jours et on est resté avec lui jusqu'à la fin. On est resté ensemble jusqu'à la fin. Il était super, super cool. Tous les gens qu'on a rencontrés là-bas, ils étaient hyper cool. Et donc, on arrive tous les 3 chez Hélène, à Big Bear City. Et Hélène, elle nous accueille. Elle vient nous chercher sur le parking de la ville où il y a le supermarché, parce qu'on fait 4 courses. Elle vient nous chercher là, elle nous ramène chez elle. Et là, elle nous dit dans le garage, les gars, les garçons, il y a un frigo, tout ce qu'il y a dedans, c'est pour vous, vous pouvez vous servir. J'ouvre le frigo pour regarder, c'était un frigo américain, il devait faire... C'était un frigo américain. En fait, quand ici, on te dit, oh, j'ai acheté un frigo américain, non. C'est un frigo bosniaque que tu as acheté. C'est pas... Et là-bas, j'ai vu les frigos américains. Tu rentres dedans. Si tu butes quelqu'un, tu peux le mettre entier dedans, quoi. Donc, j'ouvre le frigo et dedans, il était plein de canettes, de fruits qu'elle venait de remplir. Mais je sais pas, il y avait 150 canettes dedans. C'est un truc de taré. Elle nous dit, bah, c'est tout pour vous, servez-vous, faites comme chez vous. Allez, je vous fais visiter. Alors là, on voit un spa, une salle de sport, un sauna, une salle de bain qui devait faire 20 mètres carrés. Et en haut, on monte une grande pièce pour nous, elle nous avait préparé les lits et tout. Putain, je dis, putain, mais... Alors, le lendemain matin, elle vient vers 7 heures et elle nous demande qui boit du café. Alors, Jules, il me montre du doigt, il dit, Seb, il en boit. Alors, elle part. Et elle nous dit, le petit déjeuner est prêt. Ah bon, il y a le petit déjeuner. Et on descend dans sa partie à elle, du coup. Et là, dans la cuisine, elle nous avait préparé un petit déjeuner, mais le truc que tu as à l'hôtel, tu sais, le truc avec toutes les options, en fait. Et, confiture, toast, bacon grillé au four, des œufs, omelette, pastèque. Je sais, moi, elle m'avait fait du café, elle avait fait 6 litres de café. Donc, on est resté 3 jours chez Hélène. Et quand on est parti, qu'on a voulu lui donner quelque chose, elle n'a pas voulu. Elle nous a dit qu'elle n'acceptait pas les dons. Elle nous a dit qu'elle faisait ça par plaisir et que ça la nourrissait d'accueillir des marcheurs parce que ses enfants ils étaient partis. Elle était seule dans cette grande maison avec son mari.
Et c'était incroyable. La gentillesse des gens, de façon générale, hein, la gentillesse des gens là-bas, ça m'a choqué. Choqué, parce que il y a plein de fois où on m'a demandé ce que je pensais de mon séjour des États-Unis et tout. Et je leur ai dit que très honnêtement, j'avais pas cette image. Moi, pour moi, c'était des bœufs, en fait. Pour moi, c'était des Mongoliens qui mangeaient de la merde, qui parlaient fort, mal, qui n'étaient pas polis, qui n'étaient pas chaleureux, qui étaient solo, tu vois, dans l'état d'esprit et tout. Moi, pour moi, c'était ça. C'était l'image que j'en avais qui est débile. Et en fait, quand on est arrivé à la fin de mon aventure, j'ai été pris en stop par un gars pendant 20 minutes et je lui ai dit tout ça. Et le mec, il a rigolé et il m'a dit, écoute, il m'a dit, en fait, l'image que tu as des Américains, elle est juste si tu vas dans les villes sur les côtes. Il m'a dit, tu vois, si tu vas à New York ou à Los Angeles, ben les cons que tu imagines, là, ben tu les verras là-bas. Et il m'a dit, mais là, tu es dans les terres. Tu vois la vraie Amérique. Et d'un coup, je me suis dit, ben, en fait, je comprends ce qu'il veut dire. Imagine le type qui ne connaît pas la France. Et moi, je me suis imaginé un mec qui ne connaît pas la France et qui vient en France pour la première fois. Il vient 15 jours en France. Il vient 15 jours à Paris, ou il vient 15 jours dans un village du Haut-Var à côté de chez moi. Il ne verra pas le même pays et il ne verra pas les mêmes gens. Donc j'ai compris et ça s'est confirmé après. J'ai passé juste 2 jours à Los Angeles, mais j'ai bien vu que c'était pas du tout les mêmes personnes et tout. Mais donc voilà, j'ai été émerveillé par la gentillesse des gens, les gens qu'on croisait sur le chemin. Il y a personne qui nous a dit juste bonjour, tu vois. Il y a tous les gens qui nous disaient bonjour. Si on répondait qu'ils entendaient l'accent, oh, vous venez d'où? Oh, de France, ah ouais. Et les mecs, ils te parlaient tous. Au supermarché, les caissiers, ils te parlaient de partout où tu vas. Les gens, tout le monde te parlait. Les serveuses dans les bars, les trucs. Tout le monde était hyper gentil. Voilà, ça m'a vraiment choqué, quoi. Donc, quand on quitte... alors, avant de quitter Big Bear, petite anecdote, le dernier jour, avant de partir de chez Hélène, donc, c'était le matin et on sonne à la porte et elle me dit ça doit être ma femme de ménage. Et donc, je vais, moi, ouvrir la porte parce que j'étais à côté, j'ouvre la porte et il rentre la femme de ménage avec sa fille. Et là, je vois la femme de ménage et je me dis je sais que c'est pas possible, mais j'ai l'impression que je la connais. Putain, et là, je bug, je dis je veux pas faire le gros relou. Donc je dis rien et je pars et je vais avec Hélène. Et Hélène, elle me dit, parce qu'elle savait qu'on faisait des vidéos sur le PCT et tout. Et là, Hélène, elle me dit, mais tu sais que ma femme de ménage, son mari, il a un blog comme vous. Il a un blog et d'un coup, ça tilte direct. Et je lui dis, mais attends, mais oui, ok, j'ai compris. Et je retourne voir la femme de ménage et je lui dis, tu es la femme de John, Amorosano. Et elle me dit oui. Et là, mais j'ai dit, mais attends, mais regarde comment le monde est petit. Donc je lui explique. Je lui dis, mais en fait, ton mari, j'ai vu toutes ses vidéos, je le suis depuis 10 ans sur YouTube. Elle, je l'avais déjà vu parce que je l'avais vu dans des vidéos à lui. Et du coup, je lui dis, ton mari, il est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. C'est en voyant des vidéos du PCT de John que j'ai eu envie de faire ça. Et en fait, John, il habitait à Big Bear City. Alors ce jour-là, nous, on partait, lui, il travaillait, on n'a pas pu se rencontrer. Mais je me suis dit, le monde est petit, quoi, c'est incroyable. Alors, on quitte Big Bear. Et comme je commençais à m'ennuyer, cette espèce d'ennui, je ne sais pas trop comment le qualifier, quoi. Je commence à écouter des livres audio et des podcasts, ce que je pouvais télécharger quand j'avais du réseau. J'écoute, mais en fait, quand tu vois un livre audio, par exemple, ça dure 20 heures. Donc en fait, si tu écoutes que ça, en 2 jours, tu l'as plié le livre. Et du coup, je me suis dit, je ne vais pas télécharger non plus 753 livres audio, quoi. Donc, comment je fais ? Et là, quelques jours après, pendant une pause, je dis à Jules, comment tu fais ? Donc, il y avait Jules et Ellie, ils étaient là tous les deux, et je leur dis aux deux, comment vous faites ? Et Jules, comment tu écoutes la musique ? Comment ça marche ? À quel rythme tu fais ça et tout ? Et donc, il me dit, en général, le matin,
j'écoute, je marche un peu jusqu'à 10, 11 heures, et puis après, je me mets à peu près 1 heure, 2 heures de musique dans la journée, et c'est tout. Ou un truc comme ça, mais il en écoutait peu. Ou un podcast. Je dis, ok, mais du coup, quand tu n'écoutes pas, tu fais quoi? Et là, je vois qu'il ne comprend pas, et Élie non plus, il ne comprend pas. Et moi, j'ai compris que plus tard, qu'une fois que j'étais rentré en France, quoi. Et il me dit, quand j'écoute rien, je marche. J'ai dit, ok, mais quand tu marches, mais comment tu te... Tu vois, je ne savais pas comment l'expliquer. J'ai dit, comment tu te distrais quand tu marches? Et il me dit, mais je me distrais pas, je marche, je pense à rien, je marche, je regarde les paysages. Et ça, je ne savais pas comment lui expliquer, mais j'arrivais pas à le faire. Si vous avez entendu un bruit, c'est la lampe anti-moustique, là. Il y en a un qui vient de se faire rayer de la carte. Donc je ne savais pas comment lui expliquer que j'arrivais pas à le faire. J'arrivais pas à ne penser à rien. Et bon, je me dis, mais comme les deux, ils me disaient la même chose, je me dis, bon, c'est moi qui ai un problème, alors je pousse encore, je continue. Et c'est là que je commence à parler avec lui de l'ennui et tout. Et il m'a dit, tu te souviens, pendant l'interview du PCT, il m'a dit, et là Jules me dit, même moi, j'arrivais pas à l'exprimer quand je te disais qu'il faut arriver à gérer l'ennui, la solitude sur le long terme. Il m'a dit, c'est de ça que je parlais. Il m'a dit, je sais ce que tu vis là, et c'est le plus dur à vivre. Et il m'a dit, si ça te touche déjà, alors qu'on est parti depuis 17-18 jours, il m'a dit, ça va être très dur. Tu n'y arriveras pas à aller au bout si tu penses déjà que ça te gêne à ce niveau d'avancement, quoi. Et du coup, je me dis, mais attends, je continue quand même. Alors, bien sûr qu'en plus, ma famille me manquait, les enfants, ma femme, mais de ce côté-là, je veux dire, j'étais quand même appuyé, quoi. J'arrivais à faire des vocaux, des visios tous les jours, parce qu'on captait plutôt bien. Et elle me soutenait, je voyais les enfants, et ils me soutenaient aussi. Il y a personne qui m'a dit, rentre, tu nous manques. Donc, je pense que j'aurais quand même pas été au bout, parce que ma famille m'aurait trop manqué. Mais c'est pas pour ça que j'ai décidé d'arrêter. On avançait, et ce sentiment, il partait pas, en fait. Donc en gros, je me suis dit, j'ai pris la décision d'arrêter, pas sur un mauvais jour. Je voulais pas arrêter quand ça allait pas. Donc j'ai décidé d'arrêter quand on était à Théâtre Chappie. Et vraiment, je l'ai décidé dans la nuit, quoi. Le soir même, j'avais dit à Jules et à Élie, ouais, c'est bon, je continue. Et en fait, le matin, en me levant, j'ai dit non, ça sert à rien, parce que je vais devenir fou. En fait, je pensais que j'allais devenir fou. Donc, je vous la fais courte. Et après, on reviendra sur le PCT. Une fois que je suis revenu en France, je suis tombé sur une vidéo d'un gars qui parlait du monologue interne. Et en fait, tout ce qu'il expliquait, je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ce que j'ai. Donc, il disait en gros qu'il y a des gens qui réfléchissent à voix haute. Il y a des gens qui se parlent. Et ces gens-là, normalement, ils n'ont pas le monologue interne. Et moi, tout ce qu'il décrivait, moi, je me reconnaissais dedans. Moi, je ne réfléchis pas à voix haute, justement. Et dès que je suis seul 3 secondes, que je fais rien, qu'il n'y a rien qui me distrait ou qu'il n'y a personne qui me parle, j'ai une voix dans la tête. Non-stop. 1, 2, 3, 10. Et le truc, là-bas, c'est que, comme je vous l'ai dit, on marchait de 6h du matin à 20h et je n'avais pas les ressources ni l'envie de me mettre des trucs dans les oreilles pendant toute cette durée-là. Et donc, quand je ne le faisais pas et que je marchais seul, j'avais des milliards de pensées dans la tête qui ne partaient pas. Et je n'arrivais pas à les contrôler, ces pensées. Donc, parfois, c'était du négatif, vraiment négatif, du noir, vraiment, et je n'arrivais pas à les faire partir. Et c'est ça que je n'arrivais pas à expliquer à Jules, que j'ai compris qu'une fois que je suis rentré, et je lui disais, en fait, si je continue à être tout seul comme ça, je vais devenir fou. Je pense du coup que j'ai compris là-bas que 1 mois, c'est ce que j'ai fait là-bas, 1 mois. 1 mois, je pense que c'est le max. Je ne pourrais pas faire plus. Je pense vraiment, vraiment que je serais devenu fou si j'étais resté plus longtemps. Et c'est pas une excuse, hein, parce que je me cherche pas d'excuses et surtout, je regrette pas ce que j'ai fait et je regrette pas d'être parti.
ce que je regrette, c'est de ne pas avoir mieux communiqué avec Jules. Parce qu'on ne se connaissait pas si bien que ça. Et en fait, il ne se doutait pas que... Il m'a dit après, mais en fait, quand ça ne va pas et tout, tu ne parles pas. Et j'ai dit non, il faut bien me connaître. Lucas, il le sait, ma femme, elle le sait. Moi, je ne parle jamais quand ça ne va pas, je ne le dis pas. Et du coup, c'est sûr que ça a été un peu abrupt comme façon de l'apprendre pour lui. Alors, bon, après, on s'est expliqué, on en a parlé après coup, et il m'en veut pas, je lui en veux pas. Et d'ailleurs, je lui tire mon chapeau, je lui ai dit ça, je le remercie, parce qu'il a fait une organisation de folie. Je veux dire, je suis arrivé sur le PCT en chaussons. Il s'est occupé de tout. Il se rappelait de trucs, il a tout géré, tous les trail angels, la planification du truc, le planning sur les étapes et tout. Il a ultra bien géré. J'étais j'avais l'impression d'être un touriste avec un accompagnateur, quoi. Et donc, vraiment, merci Jules, ça a été vraiment top. Sans toi, je pense que j'aurais arrêté plus tôt. Et donc voilà, j'ai décidé de partir. Donc j'ai fait 1 mois à peu près là-bas. Et on a fait à peu près 900 km. Un tout petit peu moins, c'est parce qu'on a fait 2 coupes à cause du feu, une coupe parce que je ne me sentais pas de faire un truc. C'est des petites coupes, mais à peu près 900, un petit peu moins. Et j'ai arrêté à la fin du désert. Tehachapi, c'est la fin du désert. Alors, tout le monde m'a dit, tu vas regretter, parce qu'en fait, j'ai arrêté juste avant la Sierra, qui est la plus belle partie du PCT. Mais encore aujourd'hui, ça fait des mois que je suis rentré, je regrette toujours pas, parce que là, en plus, on allait attaquer le dur, avec l'altitude, avec l'impossibilité de quitter, parce qu'il y avait très peu de routes, en fait. Là, c'était vraiment des étapes de 5-6 jours avant de retrouver une route pour pouvoir aller en ville. Donc, j'aurais même pas pu décider de partir pendant la Sierra, ça aurait été compliqué. Et ce qui était vraiment rageant, le seul truc qui me fait rager, c'est que j'avais 0 douleur. J'en ai chié tous les jours. Tous les jours, c'était dur. Le cardio, tous les jours, j'étais essoufflé, tous les jours. Mais tous les jours, je suis allé au bout quand même. On a fait 30-40 km par jour, et tous les jours, j'allais au bout. J'allais là où Jules, il me disait qu'on devait aller. Et donc ça, je l'ai fait tous les jours, et j'ai eu 0 douleur, 0 ampoule. Du coup, voilà, ça me fait chier, parce qu'en fait, je pensais que j'allais avoir les pieds fracassés, que j'allais avoir mal aux genoux, et que j'allais devoir continuer dans le dur et tout. Et en fait, non, j'avais pas mal. J'avais juste le soir un peu les jambes folles avant de m'endormir, là, les jambes qui partaient dans tous les sens. Jules m'a dit que c'était sûrement un manque de magnésium, mais donc c'est une connerie, quoi, un truc qui se règle. Pas d'ampoule, pas de douleur. Et ouais, ça m'a un peu fait chier quand même. Parce que je me dis, merde, alors je pouvais pas faire plus de kilomètres, hein. J'étais quand même fracassé le soir, je me couchais, je dormais, quoi. Mais je me suis dit, merde, j'ai même pas... je sais pas comment dire, moi je pensais que mon corps il allait être éclaté. Par contre, quand je suis revenu en France, au bout d'1 semaine à peu près, j'ai commencé à avoir des douleurs dans les genoux, et ça a duré au moins 1 mois. Je boitais à la maison, ça a duré quasiment 1 mois, j'avais mal aux genoux tous les jours. Mais là-bas, rien. Mais voilà, je pouvais pas rester. Alors, donc, du coup, le seul regret que j'ai, mais j'en étais pas maître de ça, le seul regret que j'ai, c'est que j'aurais de toute façon pas pu garder ce rythme-là qu'il fallait maintenir pour le faire en 120 jours, parce on n'avait que 120 jours. Moi, il fallait que je sois là au plus tard, le 20 septembre. Et de toute façon, ce rythme-là, j'aurais pas pu le garder, c'était impossible. Donc c'est le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir eu une date, un permis plus tôt. Ça, ouais, vraiment, ça m'emmerde. Et je vous le dis, du coup, je le pense, si vous n'êtes pas des machines de guerre qui marchent très vite et que vous voulez faire le PCT, il faut partir début mi-avril. Ne partez pas fin mai comme moi, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai noté un truc. Josh, c'est un gars avec qui on a un petit peu marché. On marchait plus vite que lui, mais pas beaucoup plus vite. On avait quelques jours à la fin, avant de partir, on avait peut-être 1 semaine d'avance sur lui, peut-être 15 jours d'avance sur lui. Et Josh, il est resté là-bas, et j'ai vu sur Insta qu'il a, le 21 septembre, il rentrait à peine dans l'État de Washington. Donc le 21 septembre, il lui restait encore 600 km de montagne à faire. Donc, même si j'étais resté,
C'était impossible de tenir ce rythme. Et Jules me l'avait dit. Il m'avait dit, là, on a un gros rythme, on a le bon rythme, mais par contre, il va falloir le garder dans la Sierra. Ça veut dire passer 2 cols par jour, faire plus 3000 tous les jours. Et je pense que j'en aurais été incapable. Même si j'avais les jambes et tout, parce que ça faisait 1 mois qu'on marchait, je pense que j'en aurais été incapable. Je sais pas, je saurais jamais du coup. Du coup, voilà, gros regret de ne pas avoir pu choisir la date. Mais c'est le seul. Et ça, je m'en veux pas personnellement parce que j'en étais pas maître, quoi. Les copains qui étaient là-bas, il y en a plein, je sais pas ce qu'ils ont fait, je sais pas s'ils ont été au bout, mais je sais que Jules, lui, il a continué et il a fait la Sierra parce que quand il a fait son PCT en 2018, il était là beaucoup plus tôt et c'était une année record à neige. Et il a traversé la Sierra, il n'a rien vu, il a vu que du blanc pendant 1 mois. Et cette année, à la période où on y était, il n'y avait pas de neige. Donc je savais que même si je partais, il ferait la Sierra. Donc il a fait toute la Sierra, ou qu'il l'a vue sans neige, et qui avait l'air magnifique évidemment. Hein. Et il est rentré en France après la Sierra. Et Eli, il a fait la Sierra, il a continué encore un peu, et il s'est blessé au genou. Il avait un genou, il avait eu une opération chirurgicale 2 ans avant, donc il s'est blessé, il est rentré chez lui. Mais Eli, il habitait à Los Angeles. Ça aussi, c'est un gros avantage. J'ai vu que les Américains, là-bas, il y en a beaucoup qui, à cause du travail, qui ne peuvent pas prendre 6 mois de congé, ben, ils font le PCT par section. Donc là, moi, j'ai fait une section, j'ai fait le désert. C'est comme si j'ai retourné l'année prochaine pour faire que la Sierra, et l'année d'après pour faire que la Californie du Nord, l'Oregon et Washington. Donc il y a beaucoup d'Américains qui font ça, et c'est ce que Eli devrait faire. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'une fois qu'il sera rétabli, il retournera sur le PCT pour le terminer. Alors voilà, qu'est-ce que j'en retiens ? Je regrette rien. J'ai découvert un pays, j'en suis vraiment, j'en suis tombé amoureux, mais vraiment. J'ai pris un choc. Je veux dire, là, moi, la France, avec tout ce qui se passe là en politique et tout, pour moi, on devient le tiers-monde, en fait. C'est plus un pays, là. Le niveau des impôts, le coût du travail, il n'y a rien qui va ici. Et il n'y a aucune perspective. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va aller non plus, quoi. Et du coup, en arrivant là-bas, je ne dis pas que tout est rose, hein, mais de ce que j'en ai vu, moi, mais j'ai pris une claque de fou. De fou. Les gens étaient plus gentils. Les gens étaient gentils, même sans comparer avec nous. Les gens étaient gentils. Les paysages sont incroyables. En fait, je ne m'attendais pas à ce que ce soit tout soit si grand. Tout est démesuré là-bas. Tout est grand. Les gens sont gentils. Et après... Et les coûts, j'ai parlé de salaire un peu, je regardais, et les mecs qui nous disaient ouais, mais vous avez la carte vitale, tu sais, comme les demeurés d'ici, là. Dès que tu leur dis qu'il y a un pays qui est mieux que la France, ils te disent ouais, mais nous, on a la carte vitale. Ouais, mais mec, en fait, quand ils ont un problème dans les autres pays, ils se font soigner aussi, hein, ils vont pas. Tu vois, ça veut rien dire, ça, ils ont la carte vitale. Eux, ils n'ont pas la carte vitale, mais ils gagnent 10 fois plus d'argent que nous. Donc la nourriture, elle était bonne. Et dans les supermarchés, c'était pas si cher que ça. L'essence, je voyais, l'essence, elle était pas chère, le prix des voitures. Pour ceux qui connaissent, hein, je vous dis un choc. Hein, j'étais en train de boire une bière au bar, il y a une pub qui passe pour un F-150, le Ford F-150. C'est le pick-up, à un moment, c'était le pick-up, la voiture la plus vendue au monde. C'est un peu comme le Dodge Ram 1500. Bon, et là-bas, vu qu'on n'était pas en ville, des F-150, j'en voyais 200 par jour, quoi. Le F-150 aux États-Unis, il coûte $44 000. 44 000 $. Déjà, ça doit faire 40 000 €. Et chez nous, ça doit être au moins le double. Et je ne vous parle même pas du malus écologique. Donc, c'est le triple, du coup. Donc, non seulement ils ont plus d'argent, mais en plus, leur voiture, enfin, le Ford F-150, du coup, le pick-up énorme américain, il coûte le prix d'une Mégane. Tu vois voilà. Donc, il y a plein de trucs comme ça où je voyais que je ne sais pas comment dire, mais tu as vraiment l'impression que là-bas, si tu veux les choses, si tu te donnes la peine, pardon, ben tu peux les avoir. Alors qu'ici, c'est pas la fête. Hein. En plus, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, là, à l'Assemblée nationale, c'est le bordel de partout, quoi. Bref, donc voilà, mais ça a vraiment été un choc. Et ça a été un choc d'autant plus que quand je suis parti de Tehachapi pour retourner à Los Angeles pour prendre l'avion et rentrer ici,
Je suis resté 1 jour et demi à Los Angeles. Ça a été un deuxième choc. Je peux vous dire que si je retourne aux États-Unis, et si jamais j'ai l'argent et que je dois partir en voyage, je pense que j'irai là-bas. Mais j'irai jamais de la vie, je retournerai à Los Angeles. Ou juste en avion pour atterrir et me barrer. C'était nul. J'avais l'impression d'être dans un zoo, en fait. C'était un zoo géant. Et les gens, ils vous regardent. C'était Paris, en fait. C'était comme Paris. Les gens, ils vous regardent pas. Personne ne vous parle. Personne ne vous voit. C'est comme si c'était invisible. J'aurais pu me mettre tout nu. Les gens, ils te regardent pas, ils te parlent pas. Personne ne te calcule. Ils font leur vie. Ils sont à 2000 à l'heure. Et je me dis, mais putain, la différence qu'il y a, j'étais juste à 200 km de là. La différence qu'il y a, c'est incroyable. Voilà. Donc, je ne regrette pas. J'ai vu des beaux paysages. J'ai rencontré des super personnes. J'ai passé des trop bons moments. J'ai été accompagné par Jules. Ça a été exceptionnel. Et je ne regrette pas non plus d'avoir arrêté parce que j'avais atteint mes limites mentales. Sinon, je partais, c'était Shutter Island. Quand je rentrais, j'allais à l'asile directement. On a quand même filmé, moi plus que Jules. Je le harcelais pour qu'il filme. Il a fait quelques images, mais pas beaucoup. Mais on a quand même des images. Donc, je pense que je vais quand même en faire une vidéo sur, j'allais dire sur cet échec, mais non, parce que c'est pas un échec, sur ce morceau de PCT, mais sur ce que j'ai vécu, quoi. Je vais quand même essayer d'en faire une vidéo. Et je pense que je vais aussi, si vous voulez, hein, si ça vous saoule, je le fais pas, mais je pense que je vais aussi faire une vidéo de retour d'expérience de matos, parce que, mine de rien, je me dis, j'ai rien fait à l'échelle du PCT, mais 900 km, c'est quand même comme si j'étais parti du sud de la France jusqu'au nord de la France, quoi. Donc le matos que j'avais avec moi, je pense que je l'ai assez expérimenté pour pouvoir en parler. Et je vous spoil, quasiment tout a été parfait. Le sac à dos, la tente, la tenue, les chaussures, les chaussettes, tout a été parfait. Donc je vous ferai quand même une vidéo de retour d'expérience de matos. Et voilà, comme d'habitude, les gars, s'il y a des questions, si j'ai pas tout couvert, enfin j'ai rien couvert, là, je vous ai juste parlé vite fait de mon ressenti. Mais s'il y a des questions, n'hésitez pas. Je vais là, maintenant que j'ai fait cette vidéo, parce qu'on est fin octobre, là, je vais réouvrir mon journal que j'avais pas ouvert depuis que je suis rentré, pour écrire la fin et pour lire le mot que mes collègues de travail m'avaient mis dans une enveloppe avant de partir et que j'ai toujours pas ouvert. J'ai pas osé, je le sentais pas. Je sentais qu'il y avait un truc qu'il fallait que je finisse. Je pense que c'est cette vidéo-là. Ça conclut mon aventure du PCT que je regrette pas et que je peux que vous conseiller. Il y avait des gens qui m'ont dit « Ah, je rêve de le faire, mais je sais pas. » Mais les gars, mais oui, bien sûr, allez-y. Gardez juste ça en tête. Hein. Si vous n'êtes pas rapide, ne partez pas au mois de mai, quoi. Partez début avril, mi-avril. Tant pis pour le froid, tant pis pour la neige, mais au moins vous aurez le temps, en fait, d'aller au bout. Moi, jamais de la vie, j'aurais eu le temps. Il aurait fallu que je fasse 50 km par jour, quoi. Voilà, les gars. Encore désolé de ne pas être très présent sur les réseaux en ce moment, mais j'ai encore une vidéo à monter et on va essayer de se faire un bivouac avec Lucas. Je vous embrasse. Merci d'être resté jusqu'à là. Je ne sais pas si vous serez resté jusqu'à là, mais merci. Et à bientôt. Ciao.